Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout toujours pas repayer tout les stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Pour partager émotion, bienvenue à vous dans votre émission préférée. L'émission du mercredi, vendredi, samedi, mardi. L'émission de YouTube également. Bienvenue à Papa Pagénité. Le moment de la parentalité, la vie relationnelle, la vie de couple. Une émission présentée par un duo gagnant, j'espère. Ah, franchement, c'est bien. On est des gagnants. Saïdia Olivier, comment vas-tu? On est là, tu es à Kabat, toujours pour un plaisir d'être ensemble, franchement. 30 émissions, 31 je crois, ou 30, je sais plus. Ou 32, ou je sais pas. Ouais, on est là, on est sur la bonne voie. Une trentaine. Travail là qu'a fait. Ouja, ça va encore. Tranquille, moi tant que ça se fait, c'est beau. Encore. Donc voilà, donc c'est le jour J, c'est le jour de la parentalité, le jour où on apprend, où on grandit, hein. C'est la formule, hein. C'est la formule magique c'est la formule magique de la parentalité. Donc c'est le rendez-vous, rendez-vous. Par nous-mêmes, pour nous-mêmes. En grand. Donc ce soir nous allons parler, dis-moi Olivier, nous allons parler de quoi? Super. Notre Noël à nous, avec un point d'interrogation. Pourquoi le point d'interrogation? Très important parce que il y a différentes manières de voir cette période de Noël. Déjà, moi j'estime qu'il y a il y a Noël et la période de Noël déjà. Ensuite, je me suis posé des questions par rapport à ma propre vision, ma propre perception de cette période. Et si je ne dois parler que de moi, en gros, je ne suis pas attaché à tout ce qui se passe pendant cette période. Et on va voir également que pour cette période de Noël-là, il n'y a pas que Noël. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Okay. Avec deux invités ce soir. Bonsoir mes invités. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? On va commencer par qui? Honneur aux dames, monsieur? Aux dames? C'est la base. Comment allez-vous, madame? Ça va bien, ça va bien. Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Ouais. Merci. Pour la première de la reprise, donc quand on avait parlé de la valorisation, tu étais venu avec Patrick, dédicace pour Patrick Blonnet. Oui, voilà, c'était une très très belle émission que je vous invite à regarder à nouveau si vous le souhaitez. Vous allez sur YouTube, il y a toutes les émissions, tout est enregistré. Et donc, Muriel comment? Muriel Marcos, voilà. Merci de m'avoir encore une fois invité. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je me sens comme à la maison. C'est gentil. Monsieur Ago, c'est bon, je le connais très très bien, ce monsieur. La voix a changé. La voix a changé. Je le connais très très bien, ce monsieur. Tout de suite, c'est moins amical. C'est pas grave. Ça va arrêter ma voix. Alors, salut Louis. On est là, tranquille. Ça va tranquillement? Toujours militant. Pana? Fricain, voilà. Je ne fais pas comme Olivier. C'est pas moi. Voilà. Une fois. Non, mais j'allais le dire correctement pour une fois. Donc là, ce soir, nous allons parler de notre Noël à nous, avec un point d'interrogation. On a également une petite surprise parce qu'il n'y a pas que Noël. Mais ça, on va le dire pendant l'émission. Donc pour débuter l'émission, on va parler de Noël. Que représente pour vous la période de Noël? Alors, c'est moi qui commence. Mais tu as commencé. Mais c'est ça, oui. Alors, la période de Noël représente pour moi... certes, une tradition, mais j'allais dire plutôt culinaire, parce que je suis une gourmande. Et c'est vrai que le côté un peu cantique ou religieux ne m'est pas vraiment familier. Tu adhères moins. Voilà, j'adhère moins. Après, je vais à certains chanter Noël. Mais ce que j'aime bien, c'est peut-être plus l'esprit de partage, de convivialité, retrouver des amis. Et puis, effectivement, dans mon imaginaire, enfin, quand je me repenche sur mes souvenirs, Noël est vraiment lié au côté gastronomie, culinaire, le fait de faire les pâtés, le ragoût de cochon, voilà, c'est vraiment le côté convivialité en famille et où on mange bien. Voilà, c'est J'aime la ferveur de Noël et puis la gastronomie de Noël. Voilà, c'est en tant que gourmande, donc je le revendique. Tu le représentes. Je valide, donc oui, c'est ce que Noël représente pour moi. D'accord, ok. Ulrich?
Alors, en fait, il y a eu 2 périodes. Une première phase, donc la phase de l'enfance jusqu'à la majorité, où effectivement c'est la famille, c'est le partage, donc pas forcément de cadeaux, mais c'est le partage effectivement de nourriture ou de moments en fait de convivialité avec la famille en fait. Alors j'ai très peu connu j'ai connu quand même le fait de faire le tour de la famille ou des amis des parents dans leur quartier respectif. J'ai encore ces souvenirs-là et effectivement c'était génial. En fait, on passait de maison en maison où on fêtait justement, on buvait bien. Alors c'était pas encore avec de l'alcool et on mangeait bien. Effectivement, ça, effectivement, au niveau culinaire, on est assez assez servi pendant cette période-là. Ah oui. Et puis au fur et à mesure, plus en grandissant et en participant à cette fête-là, au fur et à mesure, ça a perdu du sens. Effectivement, ça a perdu du sens et je n'ai plus retrouvé cet esprit de convivialité. Et puis plus j'avançais dans mes convictions, plus effectivement ça commençait à m'embêter, toutes ces Pourquoi histoires. ça a perdu du sens selon toi? Parce que je constate effectivement que... alors quand on est enfant, on ne le voit pas. On ne voit pas l'organisation que ça demande en fait, Noël, notamment au niveau des cadeaux, la frénésie des cadeaux. Et plus je me conscientisais, plus je faisais attention justement à cette consommation excessive et plus la période de Noël me dérangeait par rapport à cela. D'accord. Cette agitation qui se fait juste pour subvenir à des besoins, je ne sais même pas si on peut appeler ça des besoins, ouais, ça, au fur et à mesure ça m'a dégoûté et aujourd'hui en fait je ne la fais plus du tout. Donc c'est un petit peu le côté Noël capitaliste. Oui, c'est ça. Noël consommation. Noël consommation. Au-delà de capitaliste. Ouais. D'accord. Mauvais. Moi, quand j'entends en période de Noël, alors je me vois enfant. Donc, comme disait Ulrich, effectivement, bon, quand tu es enfant, bon, tu suis un peu... Tu suis tout, enfin, du moins, tu suis ce qu'on te transmet. C'est-à-dire que la magie de Noël, c'est une sorte d'éducation entre des parents, à te dire que, voilà, te faire comprendre. Pas que parents, hein, la société en elle-même suit, donc... tu comprends que c'est une période festive où il y a des cadeaux, tu vas recevoir des cadeaux, que tu sois gentil ou pas. En tout cas, à mon époque, en tout cas. Ensuite, effectivement, j'ai un peu grandi de manière religieuse, avec le catéchisme. Là, il y avait un peu plus d'explications par rapport au sens du mot Noël. Ensuite, j'ai encore grandi, j'ai commencé à vraiment, comme disait Ulrich, j'ai commencé un peu à m'éveiller sur moi-même. Donc, on va dire que j'ai commencé à ne plus parler de religion, mais plus à une philosophie de vie. Et plus j'ai grandi à travers ma philosophie de vie, plus j'ai compris certaines questions. C'est-à-dire que quand je suivais tout le monde, le mouvement en tout cas, sans réfléchir, je sentais qu'il y avait des choses qui ne me touchaient pas plus que ça. Je voyais des gens très aimés, par exemple les cantiques, tout ça. Je vois des gens très joyeux quand ils chantent tout ça. Je les invective pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas forcément un adepte des chants religieux. Et plus j'ai grandi, plus ma philosophie m'a expliqué pourquoi je ne ressens pas forcément d'attrait particulier pour les cantiques. Ça ne tient qu'à moi. Hein. Et puis ensuite, donc, voilà, je continue de grandir, donc je comprends un peu mieux les choses, je suis un peu plus curieux. Il y a l'éveil des consciences aussi, hein. L'éveil de la conscience, ça te pousse à chercher beaucoup plus loin que tu ne cherchais avant. Et je comprends que finalement, c'est pas tout ne m'est pas comment dire, lié, quoi. Tu parlais de chants religieux, mais il n'y a pas que des chants religieux également pendant les cantiques. Hein. Il n'y a pas que des chants religieux à Non, travers par les exemple, cantiques. Saki Pakabuerum. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, c'est vrai. Ça parle pas de religion. Hein. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y a le cantique, il y a le côté religieux, mais il y a aussi ce côté-là, je ne sais pas si c'est entre le carnaval, si c'est entre la frénésie de la fête et tout, mais quand on parle de Noël un petit peu à l'heure actuelle, non, pas à l'heure actuelle, hein, ça fait des années, hein, les ritournelles, tout ça, ça fait des décennies que ça existe avec les différents groupes de cantiques. Mais il n'y a pas que les chants religieux également. Hein. Ok. Moi, me concernant, c'est la ferveur. La ferveur, tu vois, la solidarité, la famille. On sent quand même une atmosphère différente par rapport à la période de Noël. On voit les enfants excités, on parlait de cadeaux. On voit également... les gens voient les magasins avec des grandes affiches de partout. Hein. Les promotions depuis le mois de novembre, ça se sent, comme tu parlais tout à l'heure là, d'aspect commercial des choses. On sent
il neige pas, mais on sent un vent différent. Une approche différente de cette période. Même la température change. Et même la température change, exactement. Ouais. Les petits 14 degrés à Ducos, Morne Rouge, on sent les choses. Hein. Donc, c'est vrai que c'est différent. Il y a cet aspect-là. Mais entre les fêtes traditionnelles, les fêtes familiales et les fêtes commerciales, qu'est-ce que vous constatez par rapport à ces fêtes-là, par rapport à cette période-là aussi? Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'aspect commercial des choses. Vous en pensez quoi par rapport à tout ça? Excusez-moi, je veux juste placer ça. Moi, la période, je l'ai analysée, je sens qu'elle fait du bien à tout le monde. Oui. Enfin, en tout cas, à une majorité, en tout cas. Tu sens que les gens sont un peu plus relâchés, on lâche prise sur un peu tous les problèmes de l'année. On dirait que ce mois-ci, on n'a pas envie de payer les factures. On n'est pas sur ça, tu vois. Mais tu vas peut-être pas payer les factures, mais tu vas peut-être t'endetter. Ou bien sinon, tu vas peut-être te gratter la tête en janvier. Ah, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr pour moi. La majorité, en janvier, je pense que ça va, c'est voilà. sûr. Mais on prend le risque, tu vois. C'est un mois où tu sens que tu as envie de tester. Et même au niveau des banques, il ne faut pas croire. Il y a des banques qui facilitent la surconsommation. Ils t'aident. Le découvert peut être comme par hasard. Là, le découvert peut être un peu plus large, etc. Donc, on sent qu'il y a une mentalité commerciale. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Mais justement, pour poursuivre sur ce qu'Olivier disait, il y a quelque chose qui m'a souvent gênée à Noël, mais bon, ça, c'est dans mon devenir d'adulte, en fait, en observant, en analysant. C'est le côté aussi injonction à être heureux, malgré tout. Ça m'a toujours gênée. C'est toujours bon. Alors après, moi, je ne joue pas ma grincheuse et je suis contente que tout le monde soit heureux dans une sorte de féerie. Mais le côté, oui, tu fais quoi à Noël Voilà, par contre, ça, c'est une phrase que je déteste. En t'entendant, on dirait que tu casses le mythe de Noël. Ah, peut-être. Hein. Non, parce que tu sais, quand on regarde un petit peu la chronologie, on passe de la Toussaint, fête des morts, et puis après ça, moi je sens qu'il y a cette recherche-là de l'amusement. De toute façon, cette période d'amusement commence à partir de Noël et continue jusqu'au carnaval. Hein. Quand on est parti, c'est un wagon, c'est dansé. Hein. Non, mais c'est ça, mais amusement parce que c'est normal. La société a besoin d'évacuer. Bon, voilà, ils évacuent plus ou on évacue plus pendant le carnaval, mais Noël aussi, en fait. Et c'est pour ça que on le voit, les cantiques prennent une dimension carnavalesque. On le voit, même chata, une dimension chata. Et voilà, tout ça parce que bon, c'est le côté festif et puis on n'oublie pas aussi la période que l'on a vécue de restrictions. Les gens n'ont pas pu s'amuser comme ils le voulaient. Donc oui, Noël, même en famille. Donc Noël sert à ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours gênée parce que à cette période-là, c'est vrai que l'on pense famille, convivialité, le côté festif, mais de notre côté, moi, je n'ai jamais oublié qu'il y a des gens pendant cette période qui souffrent, qui sont seuls, et c'est vrai que voilà, cette idée ne me quitte pas même à Noël. Alors, j'ai pas dit que c'est un peu un moment de tristesse, mais c'est vrai que voilà, Noël, c'est pas un moment où... Tu trouves que le mot solidarité ne revient pas assez dans la période de notre Noël? Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que la solidarité n'est pas assez présente, même si je salue certaines associations comme le calendrier de l'Avent inversé avec Cynthia Hierro qui, grâce à son concept, réussit. Donc, en fait, le concept, c'est de mettre de côté chaque jour de l'année, depuis le 1er décembre, un présent. Alors, ça peut être un présent alimentaire, ça peut être un soin du corps, ça peut être ce qu'on veut. Et après, donc, on remet ce contenant, cette boîte avec les présents et elle distribue à des familles défavorisées. J'adhère beaucoup
à ce genre de concept de Noël solidaire. Et donc voilà, les associations Soulager Difficultés Frères, SDF ou autres, voilà. Ça, ou bien les coiffeurs même dans la période de Noël, voilà. Ça, voilà. C'est-à-dire que même si en tant que maman aussi, donc j'ai essayé aussi de protéger, en gros, de donner quand même à ma fille ce sentiment que Noël est une fête. En même temps, j'ai essayé aussi de lui montrer qu'il y avait des gens qui n'avaient pas ce côté, cette possibilité. Donc voilà. Enfin, je trouve que c'est important, sans pour autant gâcher le côté fête. En gros, on peut peut-être une sorte de mélange entre festivité et solidarité. Mais pour moi, ce serait ça. Je voulais venir sur le côté familial traditionnel, mais il y a aussi quelque chose qui me revient, à savoir que le mythe de Noël, comme je te disais tout à l'heure là, c'est souvent sur le côté du Père Noël par rapport aux enfants. Tu vois, le côté secret, le Père Noël existe, tout ça. Est-ce que par rapport à notre contexte à nous, on devrait continuer à favoriser ça, à cultiver tout cela? Mais déjà, on n'a pas de cheminée. On n'a pas de cheminée, donc c'est un faux départ. Je vous laisse la parole. Bon, alors, finissons déjà avec le côté commercial. Je constate qu'il y a quelques années, les grillons commençaient à changer début décembre. Non. Plutôt justement en se rapprochant des vacances. Donc mi-décembre, les grillons commençaient à changer. Là, j'ai constaté que la première semaine de novembre, c'était parti. Les rayons avaient déjà changé, les jouets étaient déjà mis en avant et le chocolat. Bon, donc ça, plus effectivement, comme il l'a dit, les lumières, tout est organisé pour que tu consommes. Il y a des marchés partout. Pourtant, j'ai vécu en région parisienne, je suis allé voir certains marchés là-bas. Je suis assez impressionné de voir autant de marchés de Noël qu'il y a dans toutes les villes d'ailleurs maintenant aujourd'hui se font à faire des marchés. Le marché, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes. Donc, c'est bien que dans ces marchés-là, il y a des fruits et légumes, il y a des produits locaux quand même. Mais en tout cas, c'est organisé pour que première semaine, d'ailleurs j'ai entendu un chantier Noël le 2 novembre, au soir. Il est minuit 1. Tout était lancé à partir du 2 pour que, effectivement, on rentre dans cette période-là où en fait on va surconsommer. Et comme il le disait, quand je travaillais à la fonction publique, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, on est payé le 22. Non, le 21. Ça dépend de la banque en fait. Mais d'habitude, on est bien d'accord qu'on est payé en fin de mois, le 27-28. Là, déjà, ton employeur, fonction publique, c'est pas, il te paye avant parce qu'il sait très bien que là, c'est le moment où il faudra dépenser. Tu vas consommer. Donc, on enchaîne entre Noël, fin d'année, galette. Ah ouais. Mais excuse-moi, Ulrich. Comme tu dis, on suit un train, Jonathan. Comme tu as dit, ouais, c'est ça. Mais Ulrich, excuse-moi, en tant que, comme tu es directeur de centre de loisirs, c'est bien ça? Comme je te parlais du mythe de Noël, est-ce que toi, parce que tu as des enfants, il y a des enfants dans le centre, comment ça se passe? Est-ce que il y a comme je te disais, cette magie-là qui est cultivée pour garder cette magie-là auprès des enfants? Oui, non, c'est clair. Donc, auprès des enfants, ça fonctionne de toute façon. En fait, c'est assez simple. Cette période-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à organiser les choses. Donc, il faut continuer à les excusez-moi, à les couillonner. Alors c'est vrai que ça c'est délicat. Ça c'est vraiment une question délicate qu'il faut vraiment se poser pour l'éducation de nos enfants parce qu'effectivement on leur ment sciemment. Bon, je ne veux pas faire le grincheux, mais non, je vais faire le grincheux parce que donc, on va mentir et on va jongler entre ceux qui sont déjà conscients qu'il n'y a pas de Père Noël, ceux qui n'ont pas conscience du tout. Donc c'est une espèce de jeu à faire comme ça. Et ensuite, donc il y a la question en fait, effectivement d'un Père Noël en rouge et blanc qui est habillé d'une façon qui ne correspond pas à... Il y a déjà cette confrontation d'éducation, genre les enfants qui savent que... on a des enfants... intelligents. Mais ce que je veux dire, est-ce que, comme il disait, dans ton centre de loisirs, tu fais face à cette confrontation? Oui, évidemment. Donc, des 3 à 5 ans, en général, c'est bon. Ils pensent que le Père Noël existe. Mais à partir de 6 ans, c'est là où... Il y a une autre réflexion. Il y en a dans le groupe des 6 ans, justement. Il y en a qui ont déjà compris qu'il n'y a pas de Père Noël. Et puis, il y en a qui ne savent pas. Donc, comme je disais, c'est vraiment facile. Mais, effectivement, donc Père Noël, cheminée, crèche, sapin, c'est énormément de choses qu'il n'y a pas ici. Et justement, je me suis retrouvé à vouloir innover.
ne serait-ce que pour proposer cela à des gens qui ne fêtent pas Noël. Ben, c'était très compliqué parce que dans cette période-là, en fait, tout est... En fait, le paquet déjà, le Père Noël, la hotte, etc., etc. Et en fait, je voulais, comme on est dans une dynamique de valoriser le patrimoine martiniquais, on voulait justement se dire comment on pourrait le fêter autrement et on n'a pas trouvé. Donc là, en fait, on va lancer un concours avec les enfants pour qu'ils puissent nous créer un Père Noël martiniquais. Alors, pas un Père Noël, d'ailleurs, un couple de Noël, parce que ça aussi, c'est à remettre en question, le fait que ce soit un homme qui donne des cadeaux. En fait, il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc, on leur ment, c'est un homme, c'est toujours le même homme. En plus, c'est un Père Noël Coca-Cola. Il y a toutes ces choses-là qui n'existent pas ici. Les activités qu'on veut faire, c'est avec de la neige. Il n'y a pas une foutue neige ici. Il n'y a pas de cheminée. Il n'y a pas de sapin ici. Donc, c'est toujours des choses artificielles, voire des sapins qu'on fait venir de Norvège. De je ne sais où. Donc, oui, c'est vraiment compliqué. Quand on est dans cette conscientisation, ça développe une dissonance collective qui est très très compliquée à gérer. Je tiens à préciser que j'ai un garçon de 14 ans qui croit également à Noël, hein, mais il croit au cadeau de Noël. Hein. Le Père Noël, le Père Noël, il ne croit pas, mais il croit à la magie de Noël, il croit au cadeau, surtout au cadeau. On va continuer. Qui dit tradition dit transmission, mais selon vous, donnons-nous plus d'importance au mimétisme ou à la façon de transmettre? Tu veux rajouter un complément, oui. Pourquoi j'ai posé ça? C'est la question vient de moi, celle-ci. Mais il faut rajouter après. Oui, non, il n'y a pas de souci. En fait, j'observais les derniers Noëls que j'ai fait. En fait, en discutant avec certains jeunes, même avec des discussions avec d'autres personnes, tu vas être confronté à des jeunes, par exemple, qui ne vont pas adhérer au cantique, par exemple. Donc, de dire, ça, c'est des trucs des anciens, des vieux. Bon, je pense qu'à leur âge, en réel, je pense que je parlais comme eux aussi. Mais ma question, c'était, est-ce qu'on est en train on compte sur le fait d'emmener un enfant à chanter Noël et on pense que systématiquement, en l'emmenant une ou deux fois, il va forcément reproduire ça dans les années futures, tu vois? C'est ce que j'appelle le mimétisme. Là où je me pose la question, c'est dans la manière de transmettre. Quand un enfant te dit « il n'aime pas » ou ça, c'est que pour les vieux, tout ça, je me demande toujours comment on lui a appris les choses. C'est-à-dire? Le mimétisme, c'est imiter. Oui. Quand tu veux qu'une personne comprenne, il y a un cheminement. Tu lui apprends le mot, l'histoire, enfin, pas forcément dans un ordre précis, mais tu lui apportes des informations qui peuvent lui donner encore plus envie de faire perdurer la tradition, si on doit l'appeler comme ça, tu vois. C'est ça qui me dit. Je me demande si, dans la transmission, on n'est pas plus dans du mimétisme qu'autre chose, en fait. Alors, je dirais qu'on est surtout dans un automatisme. Un automatisme? Ouais, un automatisme. Okay. Plus qu'un mimétisme. Et je ne sais pas s'il y a une réflexion dans la façon de transmettre. Alors, j'ai pas dit... je pense que ça dépend aussi des familles. Mais voilà, en fait, pour moi, la tradition est transmise, oui, de façon automatique, comme un rituel, en fait. Voilà, oui, je pense plus ça. Je pense que c'est une transmission naturelle, familiale, voilà. Par rapport que quand l'enfant est baigné dans ça, donc automatiquement, il va reproduire. Oui. Ça va venir naturellement. Peut-être que d'autres personnes qui ne sont pas dans cette mouvance, ce sera peut-être étranger par rapport à cette manière de concevoir, mais quand tu baignes dans ça, donc tu vis dedans. Mais cela dit, il n'a pas forcément tort parce que, alors, je pense qu'en vivant dans le secteur KSM et en étant foyalais, on ne fait pas des chantés Noël chez la famille, forcément. On fait des chantés Noël chez des... Ouais, c'est clair contre le voilà. Noël de voilà, donc c'est déjà différent. Donc effectivement, nous, quand on y allait, il n'y avait pas de préparation qui était faite. On va chanter Noël. Et nous, en fait, on était là entre enfants, on jouait entre nous. Ouais. Et on chantait pas forcément Noël, d'ailleurs. On chantait pas. On allait dans un endroit où on pouvait justement jouer. Les adultes nous regardaient pas et eux, ils festoyaient, quoi. Donc, non, il n'y a pas de transmission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, on va avoir ce discours-là en disant que c'est Heavy Moon, parce que il faut voir que quand on nous emmenait, ceux qui ne sont pas... Voilà, il n'y a pas de travail qui est fait, de communication en disant les cantiques c'est ça représente telle façon de faire, là on va faire une ritournelle, etc. Et c'est pour ça qu'est venu, il y a quelques années, le cantique chata. Parce que la génération qui vient, ce mimétisme-là, justement, ça ne leur correspond plus. Ce type de chant, etc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, il y a des variantes qui naissent, tant mieux. Moi, je vois toujours de mon œil, effectivement, qu'on mette des variantes parce qu'il faut que ça prenne du sens. Une tradition, encore une fois, est liée
aux pratiques d'une société. Si ça n'a plus aucun sens pour nous, on n'est pas obligé de reproduire éternellement des choses qui ne nous correspondent plus. Et le Noël aujourd'hui, je suis désolé, je vais le répéter, cacao, le chocolat de Ferrero Rocher, je nomme la marque, j'en ai rien à faire. C'est pas du cacao d'ici. Donc les chocolats, la majorité, c'est pas d'ici. Le Père Noël, c'est quelqu'un de Norvège, en tout cas des pays voilà, des pays glaciaux. Son vêtement, c'est pas un vêtement martiniquais. Le décor n'est donc pas... on en a parlé la dernière fois, le jambon de Noël, c'est pas nous non plus de base. Bon, il y a des cochons ici, autant qu'on prenne les cochons d'ici, mais la majorité T'avais des très cochons... bien dit ça. Je t'interromps, mais t'avais très bien dit ça la semaine dernière. Tu expliquais que oui, il y a le jambon de Noël, mais est-ce que nous on produit assez Voilà. On a une production de cochons assez conséquente pour gérer Noël en Martinique? Est-ce que tu peux rappeler ce qui a été dit la semaine dernière, parce que c'est par rapport à quoi? Alors en fait, il y a eu un live de Briscoe, de Brice Edmond, parentalité égaliste, et on parlait justement de Noël, des cadeaux, etc., de la perception de cette période, un peu comme aujourd'hui en fait. D'ailleurs, ben ouais, une belle dédicace à lui, parce que je pense que c'est issu de son questionnement en fait. Donc ouais, on parlait de ça, ouais. Donc, comme je disais, du coup, le sapin, c'est pas d'ici. Les cadeaux, les jouets, la majorité des jouets ne sont pas produits ici. Ouais. Donc là, on se retrouve avec quelque chose, un produit qui n'a quasiment rien de martiniquais, à part les ritournelles dans les chantés Noël. C'est bien. Et je reviens aussi sur le côté histoire de Noël, à savoir une période de... On va dire que ça ça vient de la naissance de Jésus, le 25 décembre. C'est un rapport religieux, en fait. C'est un rapport religieux. Et puis, il y a aussi certaines amalgames, il y a certaines aussi contradictions sur certaines choses. C'est pas tout le monde forcément qui est d'accord. Mais tout le monde est d'accord. Pas tout le monde. Mais la plupart des gens sont d'accord d'abord sur la ferveur et la fête. C'est-à-dire qu'on a accepté la période. On a accepté la période par rapport à ce qu'elle produit chez tout le monde. Comme tu disais tout à l'heure, là, ce côté lâcher prise, ce côté festif, ce côté... On parlait de solidarité. Avec tout le monde dans cette période-là. T'as pas envie de t'embrouiller avec les gens, t'as pas envie d'entendre de manifestations, etc. T'as pas envie d'entendre ça. Il y a 2 semaines, tu disais ça aussi, à savoir que limite... Tu vas jamais voir une grève en décembre. Ils ont tenté. Tu vois, tu parles... Ça ne va pas prendre. Tu parles également de... Limite, s'il y a un problème à régler, autant le régler également période de Noël. Ah, mais pour moi, c'est la meilleure période. Voilà. C'est la meilleure période. Si tu bloques ça, c'est chaud. Ça change beaucoup de choses. Hein. Bon, avant, il y a le tuer papa géniteur. On va parler de ça en antenne. C'est la meilleure période. C'est la meilleure période, en tout cas. Bon, bref. Donc voilà, si pour moi, en tout cas, ça n'a plus aucun sens. Il faut partir effectivement des éléments de base. Alors au-delà, et comme on a pu le dire dans d'autres émissions, je répète que le discours religieux perd de sa puissance. Donc le fait de nous vendre la naissance de Jésus, de moins en moins ça va intéresser les gens. Donc par contre, il y a effectivement des phénomènes astrales qui se passent à ce moment-là. D'ailleurs, ça c'est Feu, justement, Kalana Amutunde, qui en a beaucoup parlé, qui a beaucoup fait de vulgarisation là-dessus, qui explique effectivement que à cette période-là, en fait, il y a 3 étoiles en fait qui s'alignent et le soleil, en fait, au lever du soleil, en fait, s'aligne à ces 3 étoiles-là qu'on voit à son lever. Et en fait, il y a des phénomènes qui se passent à ce niveau-là, et c'est pour ça que beaucoup de spiritualités ont ritualisé un événement, une fête justement à ce moment-là pour célébrer justement cette vie qui va apparaître, qui est le soleil. Donc ça se décline en fait dans plusieurs spiritualités, Krishna, Jésus, etc., Horus. C'est des discours en fait qui vont se retrouver effectivement dans la Bible, mais qui correspondent en fait à des phénomènes en fait spirituels, telluriques qui se passent à ce moment-là. Donc on peut effectivement le garder, mais pour moi, il faut la garder en lui donnant un sens martiniquais. Si ça n'a pas de sens martiniquais, ça ne sert à rien de fêter. Et je vais aborder une dernière chose, c'est-à-dire que pour ceux un peu qui s'intéressent à tout ce qui est effectivement spiritualité, ça ne nourrit pas un égrégore martiniquais. Ça nourrit effectivement quelqu'un qui vient des endroits glaciaux. Non, il y a aussi quelque chose qui est beaucoup promotionné pendant la période de Noël, c'est le rhum. Ah non, mais le rhum est promotionné toute l'année. Effectivement. Non, mais cette période-là, elle est très très propice à la période de Noël. On parle de Saki Pakaboué rhum. C'est très très... Pourquoi selon vous on parle autant de rhum pendant la période de Noël? Pourquoi est-ce que c'est pour se déconnecter, comme on disait, peut-être de ne pas peut-être voir le côté spirituel et plus le côté festif?
Le rhum, selon moi, c'est la boisson qui nous rappelle toujours l'histoire, qu'on le veuille ou non. Alors chacun va le voir à sa façon, mais je sais pas, c'est le rhum, c'est allié au festif, mais moi je pense qu'il y a quelque chose d'historique dedans, mais qui a double tranchant. Tu vois, parce que c'est comme il y a des polémiques pour cette histoire de rhum toute l'année où ah oui, vous savez que c'est le béquet, et puis il y en a qui vont te dire oui, mais les employés c'était mes grands-parents. Donc je bois en l'honneur de mes grands-parents, pas forcément en l'honneur du métier, vous comprenez? Donc est-ce que lors de l'esclavage, est-ce que le rhum était aussi accessible? Peut-être qu'il était plus accessible que d'habitude. Je n'en sais rien. Ah ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais peut-être qu'il y avait quelque chose qui changeait à cette période par rapport à cette boisson. Ce n'est que mon point de vue. Hein. Vous voulez rajouter quelque chose? Après, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que nos ancêtres ont utilisé beaucoup d'éléments, en tout cas dans cette fête-là, pour créer des choses collectives et des choses qui prennent du temps à maturer. Donc ça, c'est bien en fait de se retrouver, de faire son boudin, de faire son pâté avec toute la famille. Le rhum en soi, effectivement, est problématique. Maintenant, il est transformé en fait en shrub et en fait, il célèbre aussi notre génie en fait, de notre façon en fait d'inventer des choses culinairement qu'on ne retrouve pas beaucoup sur la planète, comme aussi les chantiers Noël. D'ailleurs, il y a peu de pays en fait qui fêtent Noël de cette façon-là, en fait, en faisant des chantiers Noël. Ça, c'est notre génie. Donc ça, effectivement, je veux bien effectivement qu'on puisse le garder. Parce que ça a du sens. Mais et puis il y a sa réputation aussi. Voilà, toutes les autres choses qui n'ont pas de sens, pour moi, on devrait en tout cas se poser la question. Et comme elle disait, on a l'impression que pendant cette période-là, on est anesthésié. Mais si c'est pour être anesthésié à partir du 2 novembre jusqu'à... alors maintenant, c'est au carême. Même le carême perd ça de son essence. Jusqu'en septembre prochain. Bon, mais à quel moment on se met à faire des choses justement conscientes? Pendant l'émission, on parlait de l'influence occidentale. Et la semaine dernière, les 2 dernières émissions, on a un peu parlé de la charge mentale et charge parentale. Et je te disais ça encore hier, tu vois. Je constatais qu'il y avait un certain schéma, des schémas familiaux qui se répétaient pendant la période de Noël. Avec la charge mentale, c'est les femmes à la cuisine et les hommes au bar. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi à déconstruire? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, pendant cette période-là, j'ai plusieurs amis avec qui je parle qui me disent qu'ils sont épuisés à ce moment-là, les femmes notamment, parce que à cette période-là, c'est là où elle va être encore plus chargée que d'habitude, parce que il va falloir s'occuper des enfants, s'occuper des cadeaux, travailler en même temps, s'occuper de tous ces condiments-là qu'il faut prendre du temps à faire. C'est pas le la boudin. Préparation. Voilà, la préparation. En général, le boudin, les hommes participent un peu plus, mais tout le reste, ça revient beaucoup sur la charge des femmes, et pendant cette période-là, en fait, elles sont totalement épuisées. Oui, mais est-ce qu'elles le font? Elles le voient comme une charge ou elles le font avec plaisir? Je ne pense pas, Olivier. C'est une question. Non, mais tu sais, hier soir, pour le cas, je préparais Noël en famille à la maison. Et là, on a décidé d'introduire également les hommes. Bon, les tontons, je sais que vous n'étiez pas au courant, mais je vous le dis. On a dit les tontons. D'introduire également les hommes, parce que c'est vrai que ma mère me le disait qu'elle est fatiguée pendant la préparation, servir le repas, et les hommes, les hommes sont au bar, parce qu'on constate que on dit solidarité. On parle de solidarité pendant Noël. Donc, qui dit solidarité dit que tout le monde doit mettre sa main à la pâte pour pouvoir travailler. Normalement. Les bougagues de une bouteille là. Non, je déconne. Donc, c'est pourquoi, quand on parle de reconstruction, de parité, etc., est-ce qu'on ne devrait pas aussi déconstruire ce phénomène-là? Pourquoi on continue à garder ce schéma-là? Parce que quand on en discutait, tu me disais peut-être qu'ils ont tué le cochon, mais la plupart du temps, ils passent par des traiteurs. Il y a ça aussi, tu vois, il y a ça. Non, mais c'est vrai, ils passent par des traiteurs, tu vois. Donc, automatiquement, il y a tous ces aspects-là qu'on continue dans un schéma. En temps long, dans les traiteurs, tu vois, ça a changé les habitudes. Ça change les habitudes. Avant, l'après-midi ou bien la veille, les tatis se regroupaient pour faire les préparations. Mais tu vois, c'était toujours les tatis, les mamans, mais jamais les hommes. Alors bien sûr, on ne tire pas sur les traiteurs, hein. On soit bien clair. Merci, vous faites ça bien. Non, mais cette charge mentale. Mais ça a changé des habitudes. Tu vois. Est-ce qu'on ne doit pas... Bon,
nous en discutons. Mais est-ce que ce ne sont pas des choses qui devraient être déconstruites? Oui, totalement. Mais effectivement, pendant que je vous entends parler, je comprends maintenant pourquoi je n'aime pas Noël. Voilà, maintenant, j'ai compris. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est aussi lié à la charge mentale. Le fait de penser aux préparatifs et de dire qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Alors que honnêtement, à Noël, on a envie, en tout cas moi mais je pense que d'autres personnes aussi ont envie de se reposer, de se poser effectivement et faire en sorte que Noël reprenne sa véritable dimension collective et solidaire au sein de la famille. Oui, je pense que ce serait bien parce qu'en faisant des recherches, effectivement, j'ai vu qu'à Noël, c'était un moment de partage dès les préparations ou dès les préparatifs, avec les enfants, les grands-parents, les parents, tontons, tatis, hommes, femmes. Donc voilà. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années déjà, on voit effectivement que on va dire que c'est plutôt l'affaire des femmes. Et oui, moi, je trouve que c'est une idée à déconstruire. Je vous raconte une petite anecdote. Ma famille ils vont comprendre tout de suite. Effectivement, tout ce qui est les tatis, les sœurs, tout ça, c'est vrai que quand on arrive à des îles, dédicace au Makuba. C'est où? Je ne vais pas te répondre. Donc, vous manquez pour nous taler. Donc, on se réunit, tout ça, et effectivement, c'est souvent les femmes au fourneau, d'accord? C'est vrai que je parlais un peu de plaisir, parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que mes tatis, tout ça, le font avec plaisir. Oui, mais quand tu les écoutes et quand tu leur parles, je ne voyais pas ça comme une charge. Maintenant que je suis plus grand, j'analyse mieux. Je me dis, bah ouais, mais en fait, c'est vrai, c'est comme vous dites, c'est fatigant, tu vois. Mais elles le montrent pas, parce qu'elles ont pris, elles aussi, l'habitude. Et puis, bon, peut-être qu'elles aussi, elles cuisinent mieux que mes oncles, tu vois. Et il y a encore des fois, je me demande, parce que des fois... Non, mais la cuisine, hein, parce que ça peut être aussi au service que les hommes peuvent servir le repas aussi. Oui, par exemple. C'est-à-dire que dans les démarches, tout ça, tout le monde doit mettre sa main à la tâche, tu vois. Et tellement, je pense à mon cousin Steve, tu vois la table pour toute la famille. Tu dis qui a fait ça? Paf, c'est que des femmes. Et puis il y a un gâteau là, tu sais qui a fait ça? Steve. Et c'est toujours lui. C'est-à-dire le seul homme qui a fait un gâteau sur cette table, c'est Steve. Tu vois? Et dédicace à lui. Et non, mais c'est vrai. Et c'est pas pour autant que je me suis dit, ouais, ça serait bien que l'année prochaine j'amène mon gâteau, tu vois? Je mange tout ce qui est. Non, mais en grandissant, on parlait de conscientisation. En grandissant, je réalise que je faisais pas grand-chose. Bon, j'emmenais des boissons, mais en termes de valeur, en termes de collectif, bon, voilà, tu amènes des boissons, tu emmènes ça dans les soirées chez tout le monde, tu vois, ça n'a pas vraiment un impact familial. C'est un geste, tu vois, c'est pas la même chose, tu vois. Mais justement, quand ils parlaient de plaisir, c'est-à-dire qu'elles vont pas t'avouer en fait qu'elles sont épuisées de le faire, puisque en plus ça permet à leurs enfants, à leur famille, ça nourrit la famille, d'être heureux. Donc, quitte effectivement à se sacrifier, on se sacrifie, et puis on te dit bon allez, et puis effectivement je trouve un plaisir à le faire, mais on regardait bien que moi le lendemain je le voyais, ma mère était KO. Oui, c'est vrai. Elle se réveillait à 14h complètement parce qu'elle avait fait, c'était trop en fait, et nous on était là pour le pay-up, on s'en rendait pas compte, mais au fur et à mesure en fait on le voit, et oui il faut déconstruire ça, mais et pas seulement à Noël, en général il faut déconstruire d'ailleurs moi ça m'ennuie parce qu'en plus on est à PPJ, donc on est conscientisé à ces choses-là. Ça m'ennuie d'aller dans des événements ou des trucs où j'apporte juste un truc à boire et puis je suis là et puis je regarde les femmes comme ça faire le va-et-vient dans la cuisine, apporter des choses, etc. Et finalement, on ne partage jamais un moment ensemble. Donc moi-même, je les aide en fait. Quand je vois mes tatis, un moment, moi-même, je me sens gêné. Bien sûr. Là, j'ai une bière à la main. C'est indécent. Il y a aussi l'habitude aussi. Hein. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, là, c'est aussi un schéma qui se répète. C'est pour ça que je te parle de mimétisme. C'est pour ça que tu vois, on refait des choses qu'on a l'habitude de voir, mais sans réflexion. Mais en tout cas, si on constate que les traditions se perdent, justement, en Martinique, c'est pas anodin. C'est aussi, comme je le disais, parce que ça n'a plus aucun sens. Si c'est pour refaire, aujourd'hui, on a assez d'outils pour ne plus être dans ce mimétisme-là. On est plus conscient. On disait qu'effectivement, pour
faire le repas. Il y en a qui le font peut-être mieux. Bon, écoutez, aujourd'hui, heureusement, grâce notamment à Tati Maryse, donc c'est que j'utilise beaucoup. Mais il y a tellement de tutoriels, de sites, de choses qui fait que non, allez, tu peux mettre ta main là. Tu peux mettre ta main là. Il n'y a pas une chose secrète à mettre dans la farce pour obtenir un bon goût. Au bout d'un moment, il faut juste être derrière les fourneaux et puis au fur et à mesure, justement, tu as ta pâte, tu remues les ingrédients, tu fais ce qu'il y a à faire et tu fais une bonne pâte. Il faut juste s'y mettre, quoi. C'est pas juste se dire que mais non, maman va faire, en plus elle fait ça très bien. Mais c'est ça, l'astuce, c'est ça. Et puis après, les mamans pas là, nous mêler, nous pas savent. Donc là, on va commencer à chercher des personnes qui le font de la même façon. Voilà. Et ça, c'est une erreur, justement, de voir que nos mamans partent avec leur recette ou avec leur petit secret. La transmission. Et la transmission. Et après, elle va te dire, mais où tu es quand je cuisine? Tu me dis que tu veux que je transmette. Viens, regarde comment je fais, expose des questions, etc. C'est-à-dire que toi, tu regardes ça de loin, tu dis, maman, il faut que tu m'apprennes. Tu ne prends jamais la personne pour lui dire, allez, aujourd'hui, je fais ça avec toi. Et puis, au fur et à mesure, tu apprends, tu vois que c'est pas des sorcières. Hein. C'est juste... c'est scientifique finalement la cuisine. Donc on apprend, on se met, on le fait, on profite justement de cette période de Noël là où on est en famille et tous ensemble on apprend. Et comme ça fait cette transmission là. Mais comme on est dans le mimétisme, on ne fait pas cette transmission là justement. Est-ce qu'il y a une comparaison entre le Noël occidental et le Noël martiniquais? Est-ce que est-ce qu'il y a une comparaison, mais est-ce que notre Noël va plus vers le côté occidental ou bien il se radicalise plus martiniquais selon vous? On a nos particularités qui sont déjà le culinaire déjà c'est pas celui de France. Enfin c'est pas celui de l'Occident. On rajoute maintenant on rajoute beaucoup le foie gras, hein, le saumon aussi, hein. Dans la bûche, on parlait de ça. La bûche aussi, justement, la bûche également. Hein. Ouais. La bûche. Parce que moi je réfléchissais à la gastronomie et en fait je faisais des recherches mais en mode historique. Et honnêtement, je trouve que j'ai trouvé peu d'éléments à propos de la gastronomie, mais je réfléchissais par rapport au dessert. Je me dis que j'ai toujours vu de la bûche. Et je me suis dit, mais ça ne vient pas de notre culture, la bûche. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Et quand j'analyse plusieurs sources, je trouve à chaque fois des choses différentes, mais bon, je vais trouver comment ça s'appelle, des mandarines. Oui, je vais trouver des mandarines, des pâtes de fruits. Les pâtes de fruits, j'ai trouvé pâtes de fruits, j'ai trouvé sirop de cochon. Enfin, je crois. Oui, c'est à nous. J'ai trouvé les doucelettes. Voilà. Et puis j'ai trouvé mais ça ne me revient pas. Un peu au beurre chocolat. Non, c'était pas dedans. C'était pas dedans. Mais en fait, c'est moi dans ma famille. Oui, c'est ça. D'accord, ok. C'est lié à la première communion. Voilà, oui, mais moi j'ai perdu le risque. Le risque dis-moi c'est en Norvège. Non, mais c'est tellement bon qu'on mange ça. Non, ça on le garde, ça au beurre chocolat. Non, mais clairement, mais matin, midi, soir, tout le temps. Mais la bûche, et il y a beaucoup d'autres choses qui ne font pas partie normalement de nos traditions. Mais en même temps, comme quand on parle de Noël occidental, de Noël martiniquais, nos ancêtres se sont appropriés Noël, mais pratiquement mais dès le départ. C'est-à-dire quand on analyse les chantés Noël et justement aussi en faisant des recherches, ça partait de la religion et de la volonté d'imposer le catholicisme aux esclaves. Donc il y avait le côté religieux, mais eux ont déconstruit le côté religieux en mettant des phrases en créole, mais aussi en changeant aussi le sens de certains chants. Et c'était aussi des chants pour eux de contestation contre le béquet, contre la colonisation. Ils ont introduit le tambour. Oui. Voilà, c'est-à-dire que voilà, on s'est approprié Noël. Donc on peut dire que oui, il y a bien sûr il y a la modernité, passé difficile, oui, et puis voilà, il y a le passé, et puis comme disait Ulrich, c'est sans cesse en perpétuel renouvellement. Et il faut. Donc je pense qu'il n'y a pas de comparaison à avoir. Le Noël occidental existe.
on en a été imprégné, malgré nous. Certains codes aussi, ouais. Certains codes. Un peu tous les codes. D'accord. Un peu tous les codes. Mais on a quand même un Noël à notre sauce, on va dire, moi je trouve. Par rapport à ce que tu dis, dédicace pour monsieur Saint-Bertroudard du groupe Ravenplat, parce qu'on avait fait une thématique en radio, et il parlait de ça, du côté contestataire, Oui, du côté ça. un peu révolution des ritournelles de Noël, pour montrer l'adversité à l'époque, à savoir que l'époque était difficile. Il parlait même, il a même chanté des ritournelles pour trouver du travail, contre les oppressions, tout ça. Et Il y avait déjà du militantisme. il y avait déjà du Oui, c'est militantisme à cette époque-là. Mais justement, quand on regarde bien, dans le calendrier, on ne fait aucune fête comme les autres. La Toussaint, on ne la fait pas comme les autres. Noël, on ne fait pas comme les autres. Carnaval, on ne fait pas comme les autres. Pâques, on ne fait pas comme les autres. Parce que justement, nos ancêtres ont mis leur touche culturelle dans ces fêtes-là. Mais il ne faut pas oublier que c'était des contextes de répression, de résistance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une résistance? Donc, Non, oui, chata. effectivement, il y a une branche militante qui est toujours dans cette résistance-là. Mais contre quoi? On se bat contre quoi? Bon, je vais faire le grincheux. Quand on voit que dimanche, autant de personnes célébraient justement l'État qu'on peut considérer qui nous oppresse, on se bat contre quoi, finalement? Donc, ce contexte de résistance-là, il a existé, ce qui fait qu'effectivement, on a créé des choses qui avaient sens, encore une fois, à leur époque, parce qu'ils nous donnaient un message en disant « ça qui va manquer moi rhum là, et puis manquer fond de chou ». D'accord? Mais aujourd'hui, chou qui nous cafan. Ouais, je comprends. D'accord? Donc, créons justement avec ce qu'on a. On prend l'héritage effectivement de nos ancêtres et on crée des choses qui vont nous ressembler. Et deuxième chose, quand tu dis Noël occidental, Noël au pays, quand j'en discute avec les anciens, je vois qu'il y a une grosse différence par rapport à ce qu'ils faisaient. Par rapport au fait que toutes les maisons sont ouvertes et qu'on fait le tour effectivement du quartier et qu'on va manger un peu chez tout le monde. Oui, on s'en rend pas compte parce que moi, du coup, ça m'a choqué quand je suis allé effectivement au Togo où j'ai vu justement Noël. Alors, il a fait pas tant que ça, mais je voyais ça, le fait que à ce moment-là, on passait tout le quartier dehors. Eh bien, dédicace au Makouba, encore une fois. Ouais. Voilà, donc, et ça, justement, il y a le côté effectivement occidental où chacun est dans sa maison et chacun va fêter avec sa famille, son foyer va s'organiser comme il peut pour le faire. Et ça, c'est dangereux parce qu'effectivement, on n'a plus cette patte-là en fait qu'il y avait dans les années 70 notamment. On a plus les réflexes. Et voilà, donc il faut faire attention. Et comme elle le disait, comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus du foie gras, il y a de plus en plus du saumon. C'est tout. Voilà, le foie gras, on sait aujourd'hui comment en plus c'est fait. Bon, voilà, c'est limite. Le saumon, je le dis toujours, ça vient de Norvège. Et le pain en beurre au chocolat, le chocolat maintenant, il va falloir le faire sans lactose parce qu'on est de plus en plus. Le pire, c'est qu'on a le chocolat. Ouais. Voilà. Merci Ulrich, parce que tu as fait une belle transition parce que par rapport à notre Noël, moi je trouve qu'il ressemble à la célébration de Kwanzaa. Mais attends, Jonathan, excuse-moi, désolé, mais... Aïe. Non, mais il faut comprendre quelque chose. Quoique c'est lié, parce qu'il parlait de création. Tu parles de Kwanzaa, d'accord? Et Muriel nous a emmené des jeux qui sont 100% Martinique, là. Qui sont créés, tu vois. Je pense que c'était... Enfin, pour moi, tout va ensemble. Oui, on va parler de Kwanzaa. D'accord. Après ça, on va parler des cadeaux de Noël. D'accord. Après ça, on va parler également de... Donc, je vais parler de la célébration de Kwanzaa. Tu peux parler un petit peu de cette célébration? Alors oui, c'est en 1966 que M. Karenga, du coup, les Afro-Américains en fait ont créé une célébration qui va se rapprocher justement de nos éléments culturels. Et du coup, pendant 6 jours, donc du 26 au premier. Du 26 au 1er, justement, chaque jour, il y aura sa thématique. Et chaque jour, justement, on va allumer justement une bougie différente où on va célébrer justement cette thématique-là. Donc, on va faire des choses qui sont liées à la thématique. Donc, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a la solidarité, justement, comme elle en parlait, il y a le travail et la responsabilité, il y a la foi, la créativité, la confiance et l'autodétermination. Donc, en fait, c'est un ensemble de valeurs que justement, qu'on met à l'honneur à ce moment-là. Et tous les jours, justement, on se réunit autour de ces valeurs-là et on fait des rituels avec justement des tambours, avec notre nourriture. Et du coup, ça nous permet justement de nous recentrer sur des choses qui sont capitales pour affronter justement cette nouvelle année. Donc c'est un peu une similitude avec
le Noël d'antan d'une certaine manière, un peu la célébration. En fait, ça, Kwanzaa. c'est à nous, c'est en nous. Oui, c'est vrai, c'est des choses C'est qui vraiment nous. Non, je ne vais pas rappeler, je veux le dire. C'est l'idée de de Maluna Karenga, comme tu disais dans les années 60, et comme tu disais également, c'était pour le rapprochement entre l'Afrique et puis le côté un peu afro-caribéen, afro-américain. Et donc oui, effectivement, c'est toujours dans cette lignée-là de solidarité, de vouloir entreprendre et de faire les choses. En fait, ce sont des valeurs. sont des Tout est valeurs. basé sur des valeurs humaines. Et, enfin, quasiment tout en tout cas. Enfin, oui, non, la base, c'est une valeur humaine. Là, on n'est pas dans la consommation, d'aller dans un centre commercial et puis acheter des cadeaux. Là, on est vraiment dans un partage, même spirituel, même de conscientisation, ensemble. C'est toi, c'est ta foi, c'est l'unité, c'est le partage, c'est la coopération financière. Ça veut dire qu'on investit dans du business qui nous correspondent, qui sont à nous, qui sont faits par nous-mêmes pour nous-mêmes. Tu vois, c'est un autre esprit. C'est vraiment différent. Là, on est vraiment dans de l'humain. Et non dans de la consommation à outrance. Et comme tu disais aussi, Ulrich, nous, que ce soit à la Toussaint, on a toujours notre particularité. Même si qu'il y a toutes les influences qui peuvent venir, mais il y a toujours ce côté-là, cette petite flamme qui continue à subsister, même si qu'elle a essayé d'éteindre, mais elle est toujours là quand même. Parce qu'on regarde la période de la N'est Toussaint. pas qu'à moi. C'est dans la lienne. Regarde, ce côté-là, il est toujours cultivé, même si il y a toujours des gens qui vont prendre le pas pour transmettre cette tradition. Oui, c'est clair, mais et attention, c'est des luttes en fait qui ont été incessantes pendant des années. C'est-à-dire que l'Église n'a pas laissé faire. Elle a beaucoup justement réprimé ces initiatives-là caribéennes, en tout cas. Donc, encore une fois, rendons hommage à nos ancêtres et à ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, Kwanzaa, effectivement, c'est notre état d'esprit, c'est pour ramener cette nourriture cérébrale aussi. Parce qu'on parle justement beaucoup de cadeaux, c'est-à-dire que j'ai déjà fait la comparaison entre un enfant qui fête Kwanzaa et un enfant qui fête la Noël. Aujourd'hui, quand tu vas lui demander quelle valeur véhicule le Noël, le cadeau. Les cadeaux. Dans celui qui a fait Kwanzaa, comme c'est ritualisé, il va te dire, oui, la solidarité, j'ai fait ça avec mes parents, on a discuté, il y a des rituels qui se font, il y a, comme il le dit, une façon d'entreprendre qui est différente. Ensemble, tu vois. Ensemble, cette nourriture spirituelle-là, justement, intègre la fête pour ne pas qu'on oublie l'essence même de pourquoi on fait des rituels. C'est pour toujours se souvenir qu'il faut pratiquer ces valeurs-là dans son quotidien. Donc on marque, nos ancêtres ont toujours fait ça pour qu'on marque justement, qu'on célèbre ces moments-là, pour qu'on n'oublie pas le fait que nous sommes nous avons un socle culturel qu'il faut qu'on perpétue tout le temps, justement, et qui sont toujours basés sur la nature. Donc c'est toujours notre perpétuer la vie. Et donc, il faut qu'il y ait des moments, justement, où on se rappelle qu'il faut perpétrer la vie. Et ce n'est pas juste perpétrer le loisir, c'est la vie dans tous... les liens qu'on a. Voilà, dans tout ce que ça signifie, dans toute son essence. Ce n'est pas juste, justement, s'offrir des cadeaux. En gros, là-bas, c'est nous. Ce n'est pas l'argent. Tu vois, il y a une différence. Aujourd'hui, on est dans un système où c'est l'argent qui a le plus de valeur que tout le monde. L'argent est omniprésent. On est capable de tout faire pour de l'argent. Alors que là, c'est nous, la base. La vérité, c'est que tout possible commence par soi. Comme on aime dire, richesse payée en nous-mêmes. Là, ça. Non, j'espère que vous apprenez ce soir. Ce soir, on est là pour parler de Noël autrement. Ouais, c'est ça le but. C'est ça le but. Parler de Noël autrement parce que on parle souvent de l'aspect commercial, l'aspect, l'argent, comme tu viens de dire. Et il y a notre Noël à nous. Il y a ce côté-là qu'il souhaite davantage. Quand je dis qu'il souhaite, on va pas dire qui, mais on va se vraiment la politique. Vas-y. On va pas dire qui. Continue, j'arrive. Et montrer qu'il y a des choses aussi qui se font en cette période de Noël et des choses qui se font en Martinique. Entre autres, il y a des cadeaux qui se font en Martinique pour les Martiniquais avec des produits de chez nous. Muriel est venue avec tout plein de cadeaux. Montre-nous. Voilà, Muriel. tout à fait. Mais je précise que je vais repartir avec les cadeaux. Voilà. Non, pas pour vous. Une riche les gars chez nous, il y a les cadeaux. Avant de vous montrer les cadeaux, donc je vais dire que effectivement, et ce n'est pas opposé à Kwanzaa ou au côté solidaire, mais justement de dire que quitte à offrir des cadeaux,
autant offrir des cadeaux qui nous ressemblent. Et d'ailleurs, c'était le titre d'un de mes articles l'année dernière où j'avais écrit sur les cadeaux qui nous ressemblent. Cette année, j'en ai écrit un autre sur quoi offrir à Noël sans trop se casser la tête. Parce que je n'aime pas me casser la tête. J'ai constaté. Voilà, Je l'ai constaté, ça. J'ai constaté ça. Je n'aime pas me casser la tête du tout. Et j'en ai fait un autre sur le top 10 des calendriers de l'Avent, toujours avec des entrepreneurs locaux, des entreprises locales, des artisans. Parce que je trouve que offrir des cadeaux qui nous ressemblent, c'est aussi contribuer à notre identité et à notre culture. Mieux-être aussi. À notre mieux-être. À notre mieux-être, tout à fait. Donc sans transition. Excuse-moi, Muriel. Non, sans transition. Oui. Moi, je casse les transitions. Non, mais on reste sur ça. Mais tes articles, on les voit où? Alors, on les lit où, du moins? On les lit sur des webzines. Donc, le premier, Chilin 972. D'accord. Donc, Chil comme Chil, IN 972. C-H-I. I2L, voilà, IN 972. Voilà. Ok, Chilin 972, que vous pouvez trouver sur Instagram, Twitter, Facebook, Internet, vous tapez dans le moteur de recherche. Et l'autre, c'est Air Local Martinique. D'accord. Donc, donc voilà, donc vous allez retrouver mes listes de cadeaux. Donc je mets toujours soit les sites Internet, soit les pages Instagram ou Facebook, ou alors les numéros de téléphone. Mais ça reste... Excuse-moi, mais ça reste toujours dans un aspect commercial quand même. C'est commercial, oui, mais c'est pour soutenir voilà, l'économie locale. Ça, j'y tiens. Donc le premier, en fait, les trois, en fait, j'ai amené trois cadeaux. Donc le premier sur le style des incollables. Je ne sais pas si vous avez... Martinique Tima Pipi Quiz. Voilà, Tima Pipi Quiz à partir de 6 ans. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on peut le transporter partout. Et moi, franchement, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs types de questions, soit des questions ouvertes ou des questions fermées. Ça peut être, voilà, d'où provenaient les premiers habitants de la Martinique, quelle est la culture dominante en Martinique, les fruits, les légumes, le carnaval. Franchement, je trouve qu'il est très... Les confiseries. Voilà, se réapproprier sa culture et son identité aussi. Et son identité, mais de manière ludique. Et j'espère que tout le monde connaît une dame que tout le monde devrait connaître. C'est Madame Sabine Andrivon-Milton, qui est professeure d'histoire, qui est engagée et qui crée des jeux pour les Martiniquais, les jeunes comme les moins jeunes. D'ailleurs, je vais dire qu'elle est au centre commercial Place d'Armes en ce moment, qu'elle a un stand. Et donc, voilà, donc c'est le premier. Donc, le deuxième, c'est Martini Quiz. Donc, tu peux montrer? Voilà, Martini Quiz. 200 questions. Voilà, donc il y a toujours... donc, il y a des questions sur les personnalités. Et en fait, ce sont des cartes, en fait, voilà. Des questions sur les personnalités. Ça sur peut la être, faune et la flore. Voilà, la faune et la flore, vraiment. Bon, déjà, quand les gens jouent à ce jeu, généralement, ils veulent personnalité parce que le reste, ils ne connaissent pas. Ouais, c'est très dur. Voilà, c'est un peu compliqué. Même pour moi, mais honnêtement, je trouve que... Et tu vois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas ces habitudes-là de travailler sur nous-mêmes, en fait. Voilà, mais c'est... Voilà, en quelle année la statue de Joséphine, située sur la savane de Fort-de-France, a perdu sa tête? Je regarde la réponse. Oh. Non, alors, 1980... 1900? C'est pas 1900. Oui, 1980. 1989, je dirais. Il n'était pas loin. 1991. C'est ce que je viens de dire. Voilà, 1991. C'est ce que je viens de dire. Et, en plus, je l'ai lu hier, à la honte. Donc, il y a des choses intéressantes. Il y a des cartes bonus et il est facilement transportable aussi, je trouve. Donc il y a vraiment des choses. Il y a oui. des choses intéressantes par rapport, surtout quand on parle, tout le temps on le dit, hein, on est là pour déconstruire, on est là également pour grandir, pour nous connaître également, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Hein. L'histoire n'est pas forcément retransmise aux Martiniquais, l'histoire de chez nous. Parce que souvent on va apprendre l'histoire de l'autre, mais on ne va pas connaître notre histoire à nous. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas, il y a beaucoup de personnes qui fuient ce qu'ils sont aussi. Et qui ne cherchent pas non plus à savoir. Tu dis l'Afrique, panique à bord. Hein. Panique à bord. Panique à bord chez beaucoup de personnes, alors que tu leur as en général le mouvement panafricain,
Oui. Aïe, aïe. Après des mois de préparation. Enfin, il est arrivé. Non, le mouvement panafricain, bon voilà, je sais pas pourquoi, enfin non, je sais pourquoi. Bon, on va dire que on sort d'un pays, on est éduqué par un pays qui a fait un travail monstrueux pour qu'aujourd'hui on ait du mal à accepter autre chose que lui-même. Mais on a du mal à accepter des vérités en fait, qui ne sont pas en soi néfastes. Quand je sais pas moi, voilà, c'était un bobo depuis plusieurs années, tu apprends que c'est au Congo qu'on a telle plante, par exemple. Je vois pas où est le problème, en fait. T'as besoin de guérir ou pas? Et même les plantes de chez nous, hein. Oui ou non, mais j'ai donné un extrême. Mais il y a des gens qui fuient leur vérité parce qu'en fait, ça leur rappelle leurs lacunes. Et comme ça leur rappelle leurs lacunes, ils préfèrent mettre des œillères et puis laisse-moi tranquille, laisse-moi, je suis bien dans mon monde, etc. Mais faire semblant, c'est toujours faire semblant. J'avais ça à placer. On va continuer. Voilà, justement. Et donc, le dernier. Alors, la Martinique au bout des doigts. Donc, toujours pour améliorer ses connaissances sur la Martinique. Donc, en fait, le principe, voilà, c'est un plateau. C'est un peu comme au Monopoly. Hein. Donc, on a des pions et puis... Voilà, ça, je les joue en famille, ça. Voilà, exactement. Et donc, il y a des questions. Bon, là, c'est facile, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Sainte-Marie? C'est mon Voilà. regardez. Tambolo. Le domaine de Font-Saint-Jacques. Voilà. La route, là. La maison du Bel-Air. Voilà. Le maire. Le musée de la banane. Voilà. Le centre de vannerie. Donc voilà. Puis il y a des la questions. course de sur- chevaux. Oui, aussi. Et puis, Je crois qu'il y a le centre de la Casse voilà. Marie Il y a qui des fait, questions je crois. aussi par commune. Il me semble des questions sur les guitaristes. Et voilà, c'est un jeu, on peut jouer en famille, entre amis, dans les centres de loisirs, Voilà, en classe. C'est adapté à tout le En monde. classe. Je joue en classe aussi avec mes élèves et ils aiment beaucoup. Donc, puis il y a aussi les jeux de cartes comme les jeux des 7 familles. Ouais. Donc voilà. Et aussi, je vais finir en disant qu'elle a 2 nouveaux jeux très, très intéressants. Un jeu de cartes sur l'histoire de la Martinique et un autre qui ressemble un peu à celui-là, il me semble, il est violet, sur les personnalités martiniquaises. Donc voilà, donc vraiment offrir des cadeaux qui contribuent à une amélioration de nos connaissances. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on n'a pas les outils. C'est pas vrai. Exactement. Si les gens ne veulent pas, après, Voilà, c'est c'est volontaire. C'est volontaire. c'est Alors, volontaire. par rapport à ce que tu as dit, Olivier, non, je l'attends plutôt. Tu as parlé justement du fait que là, ce que Muriel fait, ce serait du commercial. Il faut faire la différence entre faire du commercial, c'est pas un problème en soi. C'est quand ça devient l'essentiel de ton activité. C'est-à-dire que tu fais du commerce et que surtout... Quand fait l'argent. Voilà, c'est-à-dire que le produit de ce que tu commercialises ne sert qu'à ton profit personnel. Qui fait que tu vas t'offrir justement un gros patrimoine qui va rester dans ta famille, mais qui ne va pas profiter à l'ensemble. Et justement, à Kwenza, on célèbre justement ce qu'on appelle l'Ujama, c'est-à-dire l'économie sociale, ce que les Français ont traduit comme économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que l'argent, je vais prendre l'exemple de Madame André-Van Milton. Alors, je signale que c'est elle-même qui finance ces jeux. Donc, l'argent que tu vas mettre en achetant ces jeux-là, elle va le transformer pour continuer à produire des jeux, pour continuer à nourrir culturellement, justement, les Martiniquais de façon ludique. Ces outils-là, en centre de loisirs, en école, quand on parle justement du fait qu'on veut inculquer des choses à nos enfants, on veut que l'éducation qu'ils reçoivent soit la plus proche de leur environnement déjà, qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent parfaitement leur environnement. À travers du ludique, on sait à travers les neurosciences aujourd'hui qu'en apprenant quelque chose de façon ludique, tu la retiens beaucoup plus facilement que quand tu l'apprends de façon torsionnaire, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, on a appris les tables de multiplication. Est-ce que vous l'avez appris de façon ludique? Non. Voilà. Comme moi, c'est-à-dire que quand on m'a donné les tables, je récitais à mes parents, je prenais des coups quand je ratais. Voilà. Donc, j'ai fini par reproduire systématiquement, effectivement, par mes métiers. Même détester les multiplications. Mais voilà, mais mon terrain a ça. C'est-à-dire que dès qu'on commençait à me demander de faire des tables de multiplication, ça me saoulait. Voilà, mauvais souvenir, traumatique, justement. Alors que quand c'est fait par du ludique, c'est différent. Donc là, c'est-à-dire que tu vas faire un pari sur l'avenir en achetant les jeux de Sandrine André-Van Milton. Moi, je vais citer une autre sœur
que je connais, qui je sais qui est militante et qui elle aussi participe à cela, c'est Formata. Donc effectivement, quand vous allez acheter des bijoux chez Formata, qui est elle pour le coup en ce moment au centre commercial de Bellevue, qui est en train d'exposer jusqu'au 24 décembre, eh ben là, on est sûr que l'argent que tu vas investir ne va pas servir justement seulement à la fondatrice de Formata. Elle va se réinjecter en fait dans l'économie pour créer des projets solidaires. Et c'est ça en fait qui est la différence entre le pur commercial où on va acheter pour acheter. Les jouets qu'on achète, comme je l'ai dit, avec des produits qui viennent de l'extérieur et qui vont servir. Et comme je le dis souvent, c'est qu'un enfant de 2 ans, tu lui donnes une bouteille d'eau, ça suffit. Il va jouer avec ça plutôt que tous les gros gadgets qu'on leur offre et par tonnes par énormément de cadeaux qui sont offerts aux enfants qui finalement très souvent en fait n'utilisent que peu. On va le mettre de côté et ils ont une montagne de jeux qui fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup du fait que les enfants sont difficiles, ils sont peu concentrés, ils bougent tout le temps. Mais évidemment, si, comme dans une fête comme Noël, tu lui offres 30 cadeaux, comment tu veux que l'enfant soit concentré? Comment tu veux qu'il puisse se concentrer sur certaines notions pour continuer à progresser? Quand tu lui offres une multitude en fait, de stimuli, comment justement, pour son apprentissage, c'est catastrophique, c'est connu ça justement. Donc, si on offre ce type de cadeau-là, en plus, le pire, c'est qu'en plus, tu peux le jouer tout de suite. Tu l'offres et tout de suite, toute la famille se met autour de la table et on joue. On apprend en même temps, on joue et on a investi Martiniquais pour les Martiniquais. Ça, c'est l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est beaucoup plus utile que toute la frénésie qu'on voit justement aujourd'hui pour offrir des cadeaux qui n'ont pas de sens. Donc, tant qu'à faire, justement, faisons le bien. Investissons chez des gens, justement, chez des notes. En plus, la plupart du temps, ces cadeaux-là, ils sont ponctuels. Les enfants, ils vont jouer sur le coup, 2 semaines après, une semaine, c'est déjà terminé. Mais 2 semaines, tu es gentil. Et ça coûte cher. Mais surtout, ça coûte très très cher. Parce qu'on en parlait, je crois qu'on en parlait lors d'un live Instagram. Si on n'a pas au moins 80, une centaine d'euros, tu n'as pas de jouet pour un enfant. 100 euros, c'est un cadeau. Et tu as des cadeaux, si tu as 100 euros, tu as un cadeau. Tu n'as pas plus. Et par rapport à tout ce que vous dites là, le truc, c'est notre rapport aussi avec le cadeau. La connaissance n'est pas perçue comme un cadeau. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que les gens ne courent pas acheter ces jeux. Alors, je ne veux pas faire de fausse publicité, mais je veux dire qu'ils n'ont pas ce réflexe d'aller dans ces jeux-là, parce que pour eux, c'est l'école. Toi, c'est encore une sorte de mauvais souvenirs ou de bons souvenirs, etc. Ça fait pas assez personnel, ceci, cela. Alors que ça enrichit ton fils, hein, ça enrichit ta fille. Hein, en grand, même si c'est un jeu... même si ce jeu-là, par exemple, comment on appelle ça? C'est Tina Pipi Quiz. Donc, comment ça s'appelait avant? En fait, c'est le système des incollables. Voilà, fait. les incollables. Les incollables. Ton enfant, tu voyages, ou je sais pas, tu es dans les embouteillages. Tu sors du travail, tu es stressé, tu as récupéré ton enfant. Tu parlais de charge parentale, tu lui mets ça dans la voiture, tu lui donnes. Si tu as réussi ou du moins si tu travailles sur l'éveil de sa curiosité, tu dis ça pendant le voyage, l'enfant lit ça, tu vois, et il dit papa, maman, ouais, tu savais que la montagne Pelée, c'était, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Il y a un cheminement. Mais il faut qu'on arrête de dénigrer la connaissance, en fait. C'est ça qui me perturbe. Moi, j'aime apprendre, tu vois, mais on doit être ça doit être je sais pas si vous dire obligation. Les gens vont peut-être voir ça mal. Il faut créer ce réflexe. Mais pour moi, la connaissance, c'est comme de la nourriture. Comme je te disais, il faut créer ce réflexe. Voilà, tu as faim de savoir, de comprendre qui tu es, qui nous sommes, où nous sommes, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme le mot esclavage. Tu vas parler d'esclavage, oulala, mais quand tu prends le temps de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a créé, déclenché, etc. Tu comprends qu'il y a différentes énergies. Il y a peut-être du mauvais, mais il y a aussi du bon dans le sens fallait sortir du mauvais, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ce rapport-là qu'on a aussi avec certains mots, argent, connaissance, savoir, qu'on ne maîtrise pas encore assez, en fait. Et du coup, on passe à côté de quelque chose de super riche. Mais justement, Olivier parlait du fait qu'on fuit. Le Noël, justement, aujourd'hui, cette frénésie-là, est ce qui montre justement que nous sommes dans une fuite. On est dans une fuite en avant qui fait que vaut mieux, et d'ailleurs quand moi je suis le grincheux de service, que dans les fêtes ou quoi que ce soit, tout de suite il faut que je déconstruise les choses qui se font, mais justement on va te dire... invité au toujours. C'est vrai, de moins en moins, c'est encore. Et c'est ça qui revient, c'est Noël. Comme si il y a un espace-temps où laisse passer. On va tout oublier et on va juste s'amuser.
Mais encore une fois, comme je l'ai dit, si on s'amuse 10 mois sur 12, c'est compliqué. Et effectivement, on appelle ça en psychologie, c'est du coping. C'est des stratégies qui sont développées pour ne pas être confronté trop facilement justement à ces problématiques. Donc, effectivement, et Noël, aujourd'hui, comment ça se passe? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on oublie tout, on oublie toute la situation qu'il y a justement autour de nous. Et heureusement, il y a la Coupe du Monde, il y a Miss France, il y a... Waouh, c'est génial. Sauf que après Noël, justement, le 3 janvier, on va voir. On va voir dans quel état on sera. Je comprends, mais est-ce que ça ne devrait pas... Pourquoi ça pose un problème qu'il pourrait avoir cette déconnexion? Non, c'est pas ça. C'est pas une question de problème. Mais c'est une période, on va dire une période ciblée où justement on nous demande, on nous pousse ou on se pousse à se libérer de la réflexion qu'il devrait avoir avec... Peut-être que le Noël, peut-être qu'on peut le fêter pendant les 12 mois, en fait. Hein. Si tu regardes bien le travail qui est fait, tu peux apprécier tous ces moments, même de nouveaux cadeaux faits par nos mains. Pourquoi c'est qu'en décembre? Pourquoi c'est qu'à Noël? Pourquoi? Tu vois, on a été éduqués d'une façon. Mais quand tu regardes bien, c'est vrai, tu peux pas me demander d'oublier. Moi, une fois que je sais, je vais pas mentir. C'est quoi le délire? Non, mais c'est vrai, une fois que tu sais, tu peux faire semblant, ça t'amène à quoi, en fait? Tu auras le même problème en janvier. Hein. Tu vas l'avoir. Et tu vas stresser pendant que tu achètes les cadeaux. Je suis sûr qu'il y en a plein qui stressent quand ils achètent des cadeaux. Ouais. Parce qu'ils se disent, ouais, ça coûte ça, ouais, mais il faut que je le prenne. Ils prennent parce qu'ils se forcent pour ne pas que les gens disent que ton cadeau n'est pas, ou que tu n'as pas fait. Regarde, il a une autre façon de voir. Même, je peux me mettre dedans aussi. On a une autre manière de voir. Les gens se braquent contre toi. Tu n'es pas en train de leur dire, vous êtes mauvais. Tu leur dis, ouais, mais est-ce que ce serait pas mieux si on faisait ça? Tu fais un cadeau de tes mains, il y a un iPhone à côté, les gens disent, maman, mais c'est fait un bagage et en main là, mais c'est bon, débois ce bâton, ah ouais, mais je n'aime pas mon enfant. Peut-être que mais ce cadeau-là, il a une valeur, il y a de l'estime, il y a de l'amour dedans, c'est toi qui l'as fait, il y a une énergie que tu transmets dans le cadeau. Ton iPhone, t'as perdu une testicule, mon frère. T'as vu le prix d'un iPhone? Oui, j'insiste. Je sais pourquoi j'ai dit testicule. Et tout le monde se reconnaîtra. Faut ne pas dire un bras. En tout cas, t'as perdu un membre de ton anatomie. Voilà. C'est si vous préférez, voilà. Ne genre pas. C'est ça. Juste, et si on n'a pas de testicule. Donc... Voilà. Choisis à chacun ça. On a tous un bras. Voilà. Ça va me suivre longtemps. Mais tout ça pour dire que voilà, je suis désolé, moi je fais pas semblant. Si je sais reconnaître mes torts, excuse-moi, je te donne la parole, si je sais reconnaître mes torts moi-même comme je disais dans le live, j'ai longtemps critiqué quelque chose. Mais en fait, je me suis jamais dit, bon ok, le truc je l'aime pas, mais qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est peut-être là la question. Le truc il est pas forcément bon pour moi, mais moi c'est à moi d'amener ma nouvelle dynamique. Comme ça je blesse personne, mais au moins j'aurais fait quelque chose qui m'a fait du bien, en fait. Muriel. Oui, non, je disais que par rapport à ce que le disait, et toi aussi, c'est que ce sont des stratégies d'évitement. À cette période, ça permet aussi d'occulter tout ce qui nous paraît négatif. En fait. Donc voilà, d'où le côté, c'est comme, c'est la notion même en fait de divertissement et aussi si on remonte à la période antique, quand on parle du pain et des jeux, c'est le côté où il faut occuper et divertir la société pour éviter qu'elle ne pense à des choses trop problématiques et qu'elle ne se rebelle. Enfin, surtout pas. Donc, il y a aussi le côté stratégie d'évitement. Alors, ce qui n'empêche pas, je ne suis pas contre la déconnexion, mais bon, voilà. Sinon, je voulais parler, justement, tu parlais des cadeaux et du fait de perdre une partie de son anatomie. Et c'est vrai que je regarde, donc je suis dans des groupes Facebook de mamans, et puis je vois des statuts, comment faire, je n'ai pas d'argent en cette période, enfin, la personne qui a 2-3 enfants, enfin bon, plusieurs personnes qui sont dans le cas, et qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à leurs enfants. De cadeaux ou un cadeau qu'ils ciblaient? Alors, il n'y avait pas de précision à ce sujet, mais en tout cas, le cadeau était lié à la période de Noël. S'il n'y a pas de cadeau,
et ce n'est pas Noël. Et ça, je trouve que c'est un problème. C'est-à-dire que je me dis, bon, peut-être qu'elle n'a pas de cadeau, mais peut-être que il y a à manger sur la table. Voilà. Peut-être qu'ils sont ensemble. Enfin, je veux dire, C'est un plaisir c'est un collectif, plaisir collectif d'être ensemble. Pourquoi pas de jouer, je sais pas, un jeu de société, de regarder un film. Enfin, voilà, je me dis, c'est tellement imprégné que les gens ont du mal à se défaire de ça et que même s'ils n'ont pas d'argent, ils vont chercher par tous les moyens possibles et inimaginables, endettement, surendettement, pour pouvoir acheter des cadeaux. Et c'est effectivement, je trouve que c'est problématique parce que honnêtement, je pense que les enfants peuvent comprendre. Mais De enfin, Pas dire- forcément les enfants. Hein. Mais- Il y a également il y a des femmes également qui vont dire comment ça je n'ai pas de cadeau pendant la période de Noël par mon mari ou bien par mon conjoint. Hein. C'est pas seulement les enfants. Hein. C'est quelque chose qui le c'est cadeau qui est ancré, le- ouais, C'est ancré, ouais. Le cadeau c'est quelque chose qui est ancré. S'il n'y a pas de cadeau c'est motif de beaucoup de disputes. Hein. Moi, je dirais que c'est un problème d'adulte, encore une fois, hein, mine de rien. Parce que, comme on disait, l'enfant de 3 ans, 4 ans, excuse-moi. Tu lui offres C'est le nous papier qui cadeau. parlons. Voilà, c'est. En plus, je le me papier rappelle, cadeau. Mon fils, on lui a pris un cadeau qui était plus grand que lui, il a joué avec le papier cadeau. Tu vois. Tous les Et nous, enfants, on le a fait papier tout un bulle. dire si je lui achète pas un cadeau, mon Dieu, l'enfant, il n'est pas sur ça. Oui. Offre-lui du papier bulle, du papier cadeau. Il va partir, donne-lui une un bouteille d'eau. Non, mais, Après, là- mais c'est vrai. Moi, je dis que c'est des adultes. On est de grands enfants, mais on part dans des réflexions, des fois, qui nous dépassent, en fait. Non, mais la pression sociale est très forte, hein, parce que comme elle le disait au début, on va te poser la question, qu'est-ce que tu fais pendant ces fêtes-là? Qu'est-ce que tu vas offrir à tes enfants? Donc toi, tu finis par te persuader qu'il faut absolument C'est ça. faire quelque chose, alors que bon... voilà. Tu parles de grand enfant. Hein. Ça me donne une anecdote. Tu sais, je voulais acheter une voiture télécommandée pour mon fils, mais limite c'était pour moi, tu vois. Bah oui. Limite c'était pour moi. Je voulais la voiture télécommandée. Et limite, voilà. Je veux papa. Et... Donc quand on parle de grand enfant, c'est-à-dire qu'il y a cette magie-là, mais quand on constate, quand on creuse un petit peu, on voit que c'est pas faux, qu'il y a des choses à C'est déconstruire. vrai que la magie perd un peu de sa magie, tu vois. Comme tu dis, non, c'est toi qui disais ça, mais toi aussi, Olivier. Quand il y a certaines connaissances quand tu as appris certaines choses, tu vas le voir autrement. Ah ouais. Tu vas le voir autrement. Et justement, dans cette période-là, par exemple, est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 22 décembre 1959? Vas-y, nous t'écoutons. Voilà, il y a trois de nos jeunes assassinés. Martiniquais qui ont été assassinés à Fort-de-France. Marajo, Betty et Edmond Véronique. C'est vrai, ça me Le 22 décembre. On n'en parle pas. Donc, C'est vrai, c'est moi, je veux bien, effectivement. C'est bien qu'on ait fait un travail sur février 74. Mais 59, il faut qu'on connaisse cette histoire-là parce que c'est quelque chose qui a changé. Si aujourd'hui, on n'a pas de CRS en Martinique, c'est après, justement, ces manifestations qui se sont faites en ville, après, justement, le meurtre, l'altercation qu'il y a eu à l'Impératrice. Donc, quand on parlait justement de nous-mêmes, qu'est-ce qui nous empêche de fêter, justement, de célébrer ce 22 décembre pour que plus jamais ce genre de choses ne se reproduisent. Mais Donc, Ulrich, mais moi, je suis persuadé que s'il y a certaines choses que l'État ou bien certaines décisions qui peuvent être exposées, qui peuvent être dites pendant actuellement, c'est bien cette période-là. S'il y a des choses, parce que les gens je vous sont ai dit au déconnectés. début, hein, c'est la parce bonne que période. les gens sont déconnectés. Si tu veux donner un 10-12 à quelqu'un, C'est quoi un 10-12? non, aujourd'hui, on dit plus un 10-12, on dit un 49-3. Voilà. C'est bien cette période. Hein. Mais c'est clair. bien cette période parce que les gens sont tellement déconnectés. Limite, c'est quand Tout passe, quoi. C'est Tout- quand Tout peut passer. la décision de justice concernant le non-lieu. Non, c'est pas. Non, c'est pas encore. C'est On ne sait pas encore. Non. Mais ce serait pas étonnant que ça Ça tombe pourrait- le 26 au matin. Le ou 25 décembre ou le 31 Pour le 1er janvier 2023, il va y avoir une bonne année. Voilà. C'est bien dommage, mais le truc c'est que on est tellement dedans. Mais on nous maintient dans une idéologie, on nous maintient dedans. Tu comprends ce que je veux dire? On nous garde dedans, et même nous, on est fautifs aussi. Hein. Faut pas, je veux bien, il y a un système en face, mais je n'ai aucune obligation de le suivre mot pour Aveuglément. mot. Voilà, aveuglément, exactement, c'est le bon terme. Et ça, c'est un problème. Le côté aveugle, ce côté obéir aveuglément, sans réflexion, le côté... Tout est fait pour nous écarter, pour nous éloigner de nous-mêmes, en fait. Donc selon vous, ce serait quoi un bon Noël? Un vrai Noël?
Mais qu'on soit déjà sincère avec nous tous. Noël avec, en gardant certains codes, en repoussant certains codes, ça serait quoi un vrai Noël selon vous? Alors pour moi, j'aime bien ce que faisaient les anciens Égyptiens où pendant 5 jours, il y avait 5 jours fériés qui correspondent d'ailleurs. Je pense que tout le monde va adhérer. Au Kwanzaa, où pendant 5 jours justement, on célèbre en fait le fait que tout ce qu'on a fait dans notre société, on se projette sur l'avenir, où on a justement un effigie familial équilibré qui nous ressemble, donc avec donc un égrégore, donc une figure, un couple justement qui nous ressemble, qu'on pourrait justement célébrer à ce moment-là avec nos produits locaux, qu'on ne puisse que valoriser pendant cette période-là, pendant ces 5 jours-là, justement, nos produits locaux, ou en tout cas notre génie local, parce qu'il n'y a pas que, effectivement, la consommation de produits, mais notre génie. Pendant 5 jours, justement, on célèbre... Avec ou sans cantique? Oui, on peut faire avec des cantiques, mais pas qui célèbrent certains personnages. En tout cas, quand on parle de laïcité, il faut l'appliquer aussi à ce niveau-là. Comment ça se fait que, pendant les cantiques, on ne parle que de certains personnages? Pourquoi on ne parle pas, justement, d'Osiris, de certains orishas, etc., de Krishna, voilà, je ne ferme pas les choses. Je suis certes panafricain, mais on peut aussi célébrer justement des figures indiennes, en tout cas des figures qui véhiculent des valeurs qui sont importantes pour nous. Et en plus, on a des communautés qui viennent de par le monde entier. Donc il n'y a pas de souci pour tous les célébrer. Mais justement, faisons des choses avec des éléments qui nous ressemblent. C'est ce qui m'importe le plus. On parlait de mimétisme pendant l'émission. Et je me rappelle, il y avait également des chanteurs de cantiques qui reprenaient sans écrire. C'est souvent, ils n'ont pas composé les ritournelles, ils ont récupéré des anciennes ritournelles. Donc, sans vrai, et même des fois, ils chantaient certaines choses sans même connaître un petit peu la signification des ritournelles. Donc, quand on parle de mimétisme, ça passe par là aussi. C'est pas seulement par rapport aux enfants, c'est quelque chose qu'on va reprendre sans même... C'est un peu chanter la Marseillaise sans comprendre les paroles. Sans comprendre les paroles, tout à fait. Muriel, ce serait quoi ton Noël parfait selon toi? Noël sans faire à manger. Mais sans enlever cette charge. sans la charge mentale, sans la pression. Donc un Noël traiteur alors? Pourquoi pas? Écoute, si c'est bon. Non, si c'est un Martiniquais. Si une Martiniquaise, c'est bon. Si c'est un Martiniquais et que la cuisine est bonne, oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais justement, je trouve ça bien qu'il y ait des traiteurs martiniquais qui aussi revisitent les plats locaux, parce que bon, il y a aussi la tradition igname, pois d'Angole, cochon roussi, mais si on a envie d'avoir ça, mais de manière revisitée. Donc pourquoi pas faire appel à un traiteur tout en étant en famille, voilà. En tout cas, un Noël qui nous soit propre. Même, voilà, c'est même, enfin, je parle du cercle en tant qu'afro-caribéen, et puis je parle aussi du cercle familial. Donc voilà, on peut simplement adapter. Et puis un Noël solidaire, pour moi. C'est important. Olivier. Quasiment tout dit. Moi, je regardais la base familiale. Ouais, le solidaire, c'est important. Effectivement, il y a des gens qui sont plus en difficulté que moi-même, donc c'est difficile de faire semblant de faire comme s'ils ne faisaient pas partie du décor, entre guillemets. Qu'on soit sincère avec nous-mêmes, en fait. Moi, je veux que le truc soit sincère, en fait, tu vois. Le Père Noël, son traîneau, les cheminées, non, faut arrêter. Enfin, pour moi, faut arrêter. Maintenant, l'enfant voit des dessins animés tous les jours, il connaît des films, enfin, il est en lien avec la fiction. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce qu'il aime pour justement créer son propre Noël personnel? Tu vois? Je veux dire que peut-être qu'en observant nos enfants, en discutant avec eux un peu plus, en gardant l'aspect humain, tu vois, peut-être qu'on va créer un Noël beaucoup plus riche, humainement parlant. Hein. Donc moi, je suis sur le côté humain, en fait. Je suis vraiment sur le côté humain. Cette histoire de... Voilà, comme elle disait tout à l'heure, il y a des gens qui ne peuvent pas payer à Noël, ils se retrouvent en difficulté pour X raisons. Eh bien, peut-être qu'en janvier, la personne pourra. Est-ce que ça change quelque chose? L'enfant, il a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu vas lui offrir un cadeau en janvier, février. Quel mois il va refuser? Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, c'est pour ça que je dis des fois, c'est des problèmes, c'est des visions, des perceptions d'adultes, en fait. On est là, oui, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais l'enfant, il n'y a pas un mois où il va refuser un cadeau. Tu vois? Et puis si la personne est en difficulté, elle n'a même pas à se justifier. Donc moi, j'aimerais qu'on soit plus sincère envers nous-mêmes et qu'on ne juge pas ce que l'autre a emmené ou n'a pas emmené.
Tu vois, normalement, Noël, tu peux arriver dans des familles et c'est très bien de me l'avoir rappelé. Je me rappelle de Omar Kuba où j'étais jeune, où j'avais pas forcément les trucs dans mes mains. Et voilà, oui, je suis allé chez la voisine et puis boum, tu pouvais manger. Boum, tu vas chez le voisin. Limite, c'est yo cadeau, viens. Bien, ouais. Cette solidarité. Je ne dis pas qu'il n'y a plus, mais je suis sûr que là, c'est très très rare. C'est devenu très très rare. Et en plus, avec cette histoire de Covid qui a compliqué la proximité, ben ouais, on s'éloigne encore un peu plus. Donc, le mot d'ordre, c'est se rapprocher aussi, Et la beaucoup solidarité. d'amour, hein, bien sûr. Se rapprocher, beaucoup d'amour, et puis l'amour bat nous, l'amour bat pète nous, l'amour bat famille nous également, Exact. et se rapprocher au maximum. Sinon, passer de bonnes fêtes, malgré tout, malgré fêter Noël, fêter l'amour. Fêter Kwanzaa, on n'a pas fait tout ça. Alors, mais Jonathan, quand même, on a fait tout ce travail-là. Donc, big up à Famata, big up à Sandrine en Milton. Avec tous ces codes. Et sinon, passez une bonne soirée. À la semaine prochaine. Yes, bonne fête tout le monde. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa Non, non-stop. on wall moins, les mots on néglige wall ou les passer pour nous, mais l'esprit typolo en tête tout. Toujours pas répéter tout les station. Pendant il chou qu'à attendre nous pour partager émotion.